Bonsoir d'abord et bonne année. Ce soir, par conséquent, nous recevons Colette Solaire, que beaucoup d'entre vous connaissent, bien entendu, et que j'ai l'honneur de vous présenter. Alors, vous êtes normalienne, agrégée de philosophie, docteur en psychopathologie, vous enseignez à Paris 7, vous êtes psychanalyste et formé par Jacques Lacan. Vous êtes membre de l'école freudienne et à la dissolution de l'école freudienne, vous rejoindrez l'école de la cause, dans laquelle vous inscrirez votre travail pendant de nombreuses années. En 1998, vous êtes à l'origine de l'Internationale des forums du champ lacanien et membre fondateur de son école internationale de psychanalyse, au sein de laquelle vous tenez depuis régulièrement un séminaire et des présentations de malades avec le docteur Françoise Goroc, qui les accueille dans son service de Sainte-Anne. Infatigable lectrice et commentatrice de Lacan, vous avez publié de nombreux ouvrages autour de son œuvre, parmi lesquels L'inconscient à ciel ouvert de la psychose en 2008, Lacan, l'inconscient réinventé au PUF en 2009, et Les affects lacaniens, toujours au PUF, et Lacan, lecteur de Joyce, qui sortira en 2015 et dont il sera question certainement ce soir. Alors, au terme de son enseignement, Lacan laisse une théorie de la psychose en pleine évolution. Certes, on est bien au-delà d'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose. Un franchissement radical est en train de s'opérer et Lacan parlait alors de notre centrement attendu pour renouveler l'abord psychanalytique du traitement. Cet autre centrement que Lacan appelait de ses voeux ne se dégagera, me semble-t-il, qu'après sa mort, au début des années 1980, grâce aux travaux de ses élèves les plus proches, au sein desquels vous occupez une place centrale. Je pense à l'article que vous avez écrit je crois que c'est dans les actes de l'école, quelle place pour l'analyste, et que vous centrez, me semble-t-il, sur le sujet de la jouissance. Puis, la principale modification va résider dans la pluralisation du nom du père, seul considéré jusque-là à pouvoir assurer le nouage des trois instances RSI. En effet, le travail clinique a attiré l'attention des quelques analystes qui s'y risquaient, dont vous êtes, sur la richesse des solutions trouvées par de nombreux sujets pour suppléer à la fonction paternelle carente. Une construction homologue, plus complexe et s'offrant à plus de variété, élaborée en se passant du nom du père, devenait alors concevable, ouvrant à une clinique des suppléances. Cette clinique des suppléances est fortement corrélée à celle des nœuds borroméens. C'est une approche clinique moins structuraliste, approche borroméenne, qui s'attache à l'étude des déformations, vous parlez du lapsus dans le nœud borroméen, qui s'attache par conséquent à l'étude des déformations ou des ruptures des nouages de la structure du sujet. C'est une approche dynamique qui met l'accent et parie sur les ressources créatrices du psychotique et à sa capacité à construire une suppléance, ce quatrième rond du symptôme, ici, qui viendrait assurer le nouage RSI et stabiliser la structure. Nous abordons là le vif de votre propos de ce soir, ce savoir-faire de l'artiste, son écriture et son œuvre ont-ils permis à Joyce, le symptôme, de se passer du nom du père tout en s'en servant. L'écriture a sans nul doute fait rempart, point de capiton à la jouissance annexée de l'autre, grand A, et son œuvre en son entier lui a permis de faire du père, en se renommant, à entendre de toutes les façons, de la nomination, se faire un nom, à la renommée, par le passage au public
et si possible pour l'éternité, puisque Joyce se prétendait donner du grain à moudre à tous les universitaires pour au moins 300 ans. Mais dans le cas de Joyce, et c'est une question que je vous pose en tout cas et que peut-être le public vous posera, dans le cas de Joyce, le nouage produit par la suppléance ne garde-t-il pas la trace du défaut initial, tant cette écriture qui coupe le souffle du rêve, c'est une expression de Lacan lui-même, et en tout cas coupe, pour moi personnellement, le jeu des associations, éveille peu de sympathie pour le lecteur. Et d'ailleurs, j'en termine, ça n'est pas tant l'œuvre littéraire de Joyce qui suscite l'intérêt de Lacan, il aura quelques mots très durs à propos de la littérature joycienne, que l'intérêt de l'analyste pour un témoignage clinique, bien que non passé par la cure analytique, bien sûr, qui vient étayer ce qui n'était alors qu'une piste de travail en gestation et qui connaîtra les avancées que l'on sait, avec, me semble-t-il très important, l'ouverture au repérage et à l'exploration de la structure psychotique hors tout déclenchement. Alors il est temps de donner la parole à Colette Soler, qui va éclairer pour nous ces questions. Et le titre qu'elle a donné à son travail ce soir pour nous est « Forclusion de fait ». Oui, je suis partie de cette notion de forclusion de fait, expression que Lacan emploie donc dans son séminaire Le Symptôme, qu'il a consacré en partie à Joyce, en partie seulement. Et au fond, cette expression m'a vraiment interrogée pendant des années. Je crois qu'actuellement, j'en suis venue à bout. La première idée que l'on a, n'est-ce pas, quand on parle de forclusion et qu'on a lu un peu Lacan, c'est qu'il y a une carence du père. On a l'idée qu'il y a une solidarité entre la forclusion et carence paternelle. Il se trouve que pour Joyce, Lacan affirme de façon catégorique, sans aucun doute, une carence paternelle. Mais carence paternelle ne veut pas dire forclusion du nom du père. Ça, c'est certain chez Lacan et dès le début, puisque, à propos du cas du petit Hans, il affirme que le nom du père est à sa place, c'est une névrose et pas une psychose, mais qu'il y a une carence paternelle. Donc déjà, il faut avoir bien en tête que carence paternelle ne veut pas dire psychose, et comme je l'ai souligné d'ailleurs, Lacan n'a jamais employé le terme de psychose pour Joyce. Il a demandé « était-il fou ?» ce qui n'est pas pareil, et il n'a pas répondu positivement. Donc déjà, je mets un suspens à l'entrée sur des idées qu'on a quelquefois à l'avance. Alors qu'est-ce qui justifie l'assurance avec laquelle Lacan affirme une carence du père de Joyce? Et d'abord, qu'est-ce que c'est une carence paternelle? C'est très étrange sous la plume de Lacan, dans la mesure où c'est quelqu'un, Lacan, qui a fini par dire et par essayer d'établir que le nom du père n'était pas indispensable du tout, ni pour la psychanalyse, ni pour les sujets. Donc, qu'est-ce qu'une carence paternelle? Est-ce qu'on peut, je me suis interrogée sur ce point à propos de Joyce, est-ce qu'on peut lire la carence paternelle au niveau de l'histoire familiale, c'est-à-dire au niveau de la biographie, de l'histoire de la famille? Lacan, dans le Symptôme, convoque la biographie et parle de John Joyce, le père de Joyce, d'une manière très vigoureuse et très négative, sous le graphe, plus ou moins feignant. Feignant, c'était un mouvement insurrectionnel. À l'époque, ce n'était pas fainéant. Sous le graphe, son père se distingue d'être un père indigne, un père carent. Il n'a jamais été pour lui un père. Il ne lui a rien appris. Il a négligé toutes choses.
sauf qu'il s'est reposé sur les bons pères jésuites, l'Église diplomatique. Et Lacan parle de démission paternelle. Donc voilà une caractérisation. Au fond, on pourrait trouver ça dans un dossier d'assistante sociale à la préfecture de police aussi. Hein. Bon. Alors ce sont des propos surprenants de la part de Lacan, et on les confronte à ce qu'il a écrit dans la question préliminaire, à tout traitement possible de la psychose, vous vous souvenez, et où il se moquait férocement des analystes de son époque qui prétendaient diagnostiquer la forclusion par la carence d'un père et par la conduite du père. Et il faisait de l'ironie, je me souviens, il disait ceci, sur la carence paternelle, disait-il à l'époque, on ne s'est pas privé d'en écrire de toutes les couleurs. C'est exactement ce qu'il écrit, lui, en 1975. Hein. On ne s'est pas privé d'en écrire de toutes les couleurs, et la répartition ne laisse pas d'inquiéter entre le père tonnant, le père débonnaire, le père tout-puissant, le père humilié, le père engoncé, le père dérisoire, le père au ménage, le père en vadrouille, etc. Bon. Bref, il stigmatisait alors tous les portraits de pères supposés indignes en les renvoyant à l'imaginaire. L'imaginaire étant pour lui non causal, mais causé par le symbolique. Et le nom du père était à l'époque causal. Bon. Alors il y a un contraste tout de même frappant hein, entre ces textes, et ça demande qu'on arrange un petit peu, parce qu'il n'est pas... c'est pas de la fantaisie lacanienne non plus, hein, sa logique. Alors, avec la métaphore paternelle, si je repars de là, on aurait pu dire du nom du Père ce que Lacan dit de Dieu. Il est inconscient. Il n'est en tout cas pas un phénomène clinique, le nom du Père. C'est une hypothèse, le nom du Père, pour expliquer des phénomènes de la psychose, eux bien repérables dans l'expérience. Et donc, le nom du Père, il s'infère à partir de ses conséquences supposées, c'est-à-dire à partir des phénomènes de langage de la psychose et des autres phénomènes de la psychose sur le corps et le réel du désir et de la jouissance. Bon. Autrement dit, le réel que Lacan définissait déjà comme ce qui subsiste hors de la symbolisation. Le troisième rond du nœud, c'est ce qui subsiste hors de la symbolisation. Alors, la condition forclusive était donc inférée à partir des phénomènes. Autant dire que, évidemment, ce n'est pas par la soumission aux normes de la famille conjugale, pas non plus par les caractéristiques personnelles des pères, ou des mères d'ailleurs, que l'on pouvait diagnostiquer une forclusion, qui n'était pas à ce moment-là une carence du père, mais une carence du signifiant lui-même. C'est une citation, hein, page 517 des écrits. Donc on comprenait l'ironie du moment contre les portraits de pères. Bon, là, il faut faire une petite réserve quand même, parce que malgré cette ironie, dans son annexe de la question préliminaire, comme vous savez, Lacan évoque quand même un possible effet ravageant d'une figure paternelle qui tiendrait au rapport du père à la loi. Bon. Puisqu'il faisait équivaloir à ce moment-là le nom du père à la loi. C'était le signifiant de la loi de l'autre, majuscule. Ensuite, évidemment, Lacan a quand même changé complètement. Il a changé complètement à partir
pour moi je date le changement, le premier changement repérable de subversion du sujet et subversion du sujet dialectique du désir, avec l'écriture de S. de Grand Tabaret, qui est une écriture d'une forclusion structurale de la jouissance dans l'autre. Et forclusion qu'il désigne lui-même comme un trou à combler. Il y a un trou, et ce trou s'appelle l'autre, a-t-il pu dire dans Encore. Alors, évidemment, la question, à partir de là, change complètement. Il y a un trou, qu'est-ce qui peut venir à la place de ce trou? Et on comprend la logique qui fait qu'il multiplie les noms du Père. Il dit les noms du Père. Déjà, il peut y avoir plusieurs noms du même signifiant, ce qui oblige dès ce moment-là à distinguer une fonction Père de ces noms, et au fond qui commence à poser la question de un Père quelconque, à quelles conditions, dans quel cas est-il support de la fonction au singulier. Et de là aussi va arriver tout ce qu'il a développé, explicite, très explicite dans un récit, qu'un père, de toute façon, il est un symptôme, à savoir une configuration de désir et de jouissance, une version de désir et de jouissance qui peut venir comme bouchon du trou de l'autre. Et du coup, il a fait un retour à la considération pour les personnes des pères. Bon. Alors, si on regarde la trajectoire du père de Joyce, John Joyce, j'ai écrit ça dans mon livre, c'est effectivement l'histoire d'un inexorable déclin social et personnel, hein, financier, social, personnel. Une véritable chute. Richard Hellman, son biographe, l'a très bien décrit, et au fond, ça donne en effet l'idée d'un homme irresponsable qui a conduit sa propre famille à la ruine et à l'indigence. Vous savez, il a eu 13 enfants, le premier avant James est mort, 13 enfants, en 13 ans, il a eu 10 enfants. 10 enfants, et 3 fausses couches. Sa femme a fait en plus 3 fausses couches. Enfin, c'était l'époque, hein, c'était pas rare à l'époque, ce genre de progéniture nombreuse. Et à chaque enfant, Hellman explique bien ça, à chaque enfant, il vendait une propriété, parce qu'il venait d'une famille riche. Donc il vendait une propriété, et arrivé au 10e, il n'y avait plus de propriété. Bon. Alors, comme tempérament, il a été décrit bien dans le portrait de l'artiste, il a été décrit dans plusieurs textes de Joyce, dans son frère, par le frère de Joyce. C'était au fond une personnalité, on dirait un flambard, vous savez, un flambard, un émotif, bon vivant, aimant bruyamment les grosses plaisanteries, la boisson, la compagnie, très soucieux de l'opinion, vaniteux en diable, un ego un peu enflé, mais tyrannique aussi dans la famille, mais inconsistant. Et il a imposé à sa famille ses passions sociales, son militantisme politique, ses goûts, parce qu'il avait aussi ses goûts, son talent, il aurait pu être un grand ténor, semble-t-il, son talent pour la musique, le chant, le théâtre, malheureusement incapable de moindre effort soutenu. Bon. Un ego enflé, mais apparemment qui n'avait pas les moyens de réaliser une ambition quelconque. Alors, il faut ajouter à tout cela une passion
une passion qui, elle, n'a pas été éphémère, passé les premiers moments et qui est décrite vraiment très puissamment par toutes les données que l'on a, c'est une haine pour sa femme, pas seulement pour sa femme, pour toute la famille de sa femme, une haine vigilante, violente, et qui a habité les soirées de la maison pendant des années. Bon, alors évidemment, on est obligé de reconnaître dans ce portrait du père de l'artiste l'envers des vertus bourgeoises classiques, de la bonne famille classique. Cependant, ni Lacan ni la psychanalyse ne nous invitent à faire de travail famille-patrie les vertus du père. Hein. Donc, ça ne nous dit pas quelle fut sa faute, s'il y avait faute à l'égard de son fils. Ce n'est sûrement pas d'avoir manqué d'amour, ni de considération pour James Joyce. Ça a toujours été son préféré. Il avait la plus haute opinion de cet enfant. Il a voulu lui donner la meilleure éducation. Et d'ailleurs, Stanislaw Joyce témoigne combien James Joyce était le plus attaché à son père et celui qui est resté le plus conciliant à son égard, le moins révolté par les agissements de son père. Stanislaw, il a son explication psychologique assez amusante. Il dit en fait qu'il pense que c'est parce que James n'a vraiment a vécu dans la famille vraiment que jusqu'à 6 ans. Jusqu'à 6 ans, on l'a envoyé chez les jésuites, qui ne revenaient que pour les vacances. Et il dit donc qu'il a connu la famille dans la période faste, l'entente entre les parents, l'aisance, la notoriété, dans la ville, le théâtre, la musique. Et on sait qu'à 6 ans, il a été dans un concert de chant avec ses 2 parents, qui étaient 2 excellents chanteurs, et le petit James de 6 ans. Donc Stanislaw explique ça comme ça. Il dit il n'a pas été marqué dans les années précoces de l'enfance par le climat délétère qui est venu après. Bon, c'est intéressant, je trouve, comme notation, mais enfin, je vais plutôt confronter la figure du père de Joyce à ce que Lacan dit dans RSI d'un père qui peut être modèle de la fonction père. Vous vous souvenez de ce qu'en dit Lacan? Il marque 2 conditions pour qu'un père soit support de la fonction. La première condition est une condition de symptôme, c'est-à-dire que il faut qu'il ait le symptôme de la perversion. Qu'est-ce que c'est que le symptôme? En 2 mots, hein. Le symptôme de la perversion, c'est, comme vous le savez, avoir pour cause de son désir une femme qui lui est acquise pour lui faire des enfants. C'est-à-dire, c'est pas seulement être hétérosexuel, mais avoir une, c'est pas 10, c'est une, il peut en avoir d'autres, peu importe, mais en avoir une dont il attend qu'elle lui donne des enfants. Voilà la définition du symptôme perversion chez Lacan. Et il ajoute qu'il veuille bien prendre soin paternel de ses enfants. Bon, je laisse ce qu'est le soin paternel possible de côté. La deuxième condition n'est pas une condition de symptôme. La deuxième condition, c'est ce que Lacan appelle une condition de mi-dire. Il faut que la parole du père reste dans le mi-dire. Et il dit, je cite, « Ce mi-dire intervient exceptionnellement dans les bons cas, pour maintenir dans la répression, dans le juste mi-dire, la version qui lui est propre de sa perversion. » Autrement dit, Lacan nous parle là de la nécessité qu'il y ait un voile jeté sur la configuration
symptômes de désir et de jouissance de ce père. De là, on pourrait tirer, c'est ce que j'ai conclu en tout cas, que la vraie faute du père, ce serait son obscénité. Puisque le contraire du mi-dire, c'est le trop-dire. Son obscénité, laisser trop affleurer la jouissance à fleur de parole. Et Lacan insiste beaucoup là-dessus, il dit « La normalité n'est pas la vertu paternelle, seulement le juste mi-Dieu, mi-Dieu, mi-dire ». C'est étrange, hein? Est-ce que c'est un appel à la dissimulation, hein? À l'hypocrisie? Je ne crois pas. À la tempérance. Hein? À la tempérance, plutôt. Je crois plutôt que c'est l'idée qu'il ne faut pas que la modalité symptôme du père soit trop à ciel ouvert. En tout cas, vous voyez que c'est une référence au père qui ne réfère à aucune normalité sociale. Hein. Quoique, je me suis fait à moi-même une objection. Hein. Une femme qui vous donne des enfants, ça ressemble de près à la famille bourgeoise, de très près même. Sauf que Lacan n'est pas ici en train de préconiser cette solution. Il est simplement en train de dire qu'il ne fait pas du symptôme perversion une norme. Il dit ce qui opère dans les bons cas de la perversion du père, c'est le mi-dire. Il n'en fait pas une norme. Alors qu'est-ce qu'on dirait du père de Joyce à l'aune du mi-dire? Il est certain que ce père, il était d'un ego débordant d'obscénité satisfaite, hein, qui étalait ses goûts, ses passions, etc. Sauf que son obscénité ne concernait pas sa perversion, c'est-à-dire le désir pour cette femme qui lui fait des enfants. Il a bien l'air d'être dans le cadre de choisir une femme qui lui fait des enfants, mais ça pourrait être une apparence, parce que ça ne se juge pas à la réalité, mais au désir, ces choses-là. Et en fait, on sait bien que ce John, il a été marié par sa famille. Il ne voulait pas se marier. La famille l'a marié parce qu'il faisait les 400 coups, il faisait des désordres dans le pays et dans la famille. Et on s'est dit que le mariage allait le calmer. Bon. Donc, d'abord, on l'a marié, plus qu'il ne s'est marié, et on constate que la chose pas mi-dite chez le père de James Joyce, c'est sa haine pour sa femme. Ce n'est pas sa perversion, sa version de père. Symptôme, c'est cette passion de haine pour sa femme et toute la lignée familiale. Alors ça, ce serait effectivement, on dirait, d'après la description de hérésie, on pourrait dire que ça pourrait correspondre à une carence paternelle. Est-ce qu'on serait plus avancé pour comprendre ce qu'est une forclusion de fait avec ça? Je ne le crois pas, parce que on peut bien dresser tous les portraits de pères défaillants qu'on veut, de pères qui n'ont pas le symptôme père, de pères qui l'ont mais qui ne le dissimulent pas assez. On ne peut pas rien déduire de l'effet sur le fils à partir d'une biographie. Toute déduction serait hasardeuse, parce que les relations de transmission, qu'elles soient paternelles ou autres, ne sont jamais univoques. Elles mettent toujours en jeu de l'inconscient. Et en outre, un père, quand il est carent, est substituable. Et il y avait des substituts tout indiqués, les jésuites, pour peu que Joyce ait eu un peu de disposition au consentement. Les jésuites l'ont cru à un moment, ils se sont trompés. Alors, c'est là que
je fais appel à l'expression forclusion de fait. Lacan a donné une indication dans cette embrouille de la transmission en avançant cette notion forclusion de fait. L'expression m'a surprise parce que, au fond, il y a deux façons de la comprendre. Ou bien on la prend au niveau biographique, on trouve un père carent, mais ça ne nous indique pas, comme je viens de le dire, l'effet sur le fils. Donc ça ne nous avance en rien. Ou bien on le prend, la forclusion, on se rappelle que la forclusion, c'est l'absence du signifiant du nom du père, mais alors elle est toujours de fait, cette absence. Ou il est là, ou il n'est pas là, le signifiant, de fait. Et donc, ça n'aurait rien de nouveau. Heureusement, Lacan, parallèlement, quand il avance la forclusion de fait, nous parle de qu'est-ce qu'un fait. Et il nous rappelle, il l'avait déjà dit avant, mais là, c'est à propos de la forclusion, qu'un fait, il n'y a de fait que d'être dit. Alors, la forclusion n'est que d'être dite. Et par qui peut-elle être dite, la forclusion, si ce n'est par celui dont on interroge, que l'on interroge. Lacan ajoute d'ailleurs, il n'y a de fait que d'être dit, que du coup le fait reste suspendu à l'énigme de l'énonciation. Dans le contexte, l'énonciation, ce n'est pas l'énonciation dont il parle à propos du graphe. Hein. L'énonciation, c'est le dire, c'est l'acte d'énonciation. Lacan avait déjà dit qu'on dise reste oublié derrière tout ce qui se dit. Hein. Alors, autant dire que c'est par le dire du Fils qu'une forclusion de fait peut être assurée, pas par la description de son père. La démission d'un père, en tant qu'elle est causale, cette démission n'est rien d'autre que ce qui s'en dit, pas sans le dire du Fils. C'est logique parce que ne perdons pas de vue quand même que le signifiant et même le nom ne se sustentent jamais sans un assentiment. Et Joyce d'ailleurs parle de l'assentiment. Alors, du coup, cette forclusion par le dire donne, je l'ai souligné, un poids, une présence clinique à une notion ancienne de Lacan qu'il a introduite à propos de la psychose, hein, ce qu'il appelait l'insondable décision de l'être. Au fond, l'espèce d'option originaire qui serait à l'origine des structures cliniques. Il y a une petite idée comme ça chez Freud avec la notion de choix, le choix de la structure au fond de la névrose. Bon. Alors on l'évoque quelquefois, mais c'est très difficile à manier, c'est très difficile à exemplifier cette insondable décision du père. De l'être, pardon. Oui, bien sûr. Et remarquez que Lacan l'a introduite très tôt et il l'a fait oublier très tôt. Je dis qu'il l'a fait oublier très tôt lui-même parce que en faisant du signifiant du nom du père un signifiant qui est dans l'autre, qui est un autre de l'autre, hein, c'est ce qu'il formule explicitement à la fin de la question préliminaire. Le nom du père signifiant qui dans l'autre est le signifiant de la loi de l'autre. Bon. Alors, évidemment, avec des formules comme cela, toute la pensée lacanienne, qui essayait de suivre Lacan, s'est orientée vers l'idée que la forclusion trouvait sa causalité dans l'autre, pas dans le sujet, mais dans l'autre, où
était présent ou pas le signifiant du nom du Père. Hein. C'était une construction d'ailleurs impeccable du point de vue cohérence. Bien. Évidemment, l'autre grand A, il est supporté par la figure des petits autres que sont les parents aussi. Et du coup, la métaphore paternelle a induit à penser que la forclusion venait de l'autre, et notamment de l'autre maternel. Tout un courant lacanien s'est engouffré sur ce boulevard, si je puis dire, et beaucoup y restent encore. Alors, de ce fait, la forclusion a été pensée comme subie, et éventuellement subie, reçue, disons héréditaire quasiment, transmise à travers les générations. Et on connaît le courant anglo-saxon, avec Cooper notamment, qui affirme par exemple qu'il faut 2 générations pour faire un psychotique à la 3e. Hein. Donc ça, on est sur cet axe-là, transmission de la forclusion. Avec la forclusion énonciative, la forclusion qui s'atteste par le dire du sujet, évidemment, c'est une toute autre problématique. C'est en quelque sorte une forclusion d'abord qui n'a pas à être inférée, comme je le disais du nom du Père. Elle se lit dans le texte, elle n'a pas à être inférée, elle est pour ainsi dire déclarée, voire décidée, ce qui est le cas chez Joyce, ça me paraît certain. Alors pour le dire d'une façon un peu forcée, mais pour faire entendre le tournant, c'est pas à cause du Père, c'est à cause du Fils. Et là, il faut distinguer les conditions biographiques, qui sont plus ou moins favorables, en effet, c'est certain. Mais c'est des conditions biographiques du concept de la causalité, qui va plus loin que la condition. À cet égard, je crois que Joyce donne une présence clinique d'exception à ce que Lacan avait appelé l'insondable option subjective. Alors, qu'est-ce qui, dans le texte de Joyce, signe la forclusion énonciative? Plusieurs traits. D'abord, on peut noter que le thème du Père est très présent dans le texte de Joyce. Lacan l'a beaucoup commenté, et dans Ulysse même. Il cherche un père, dit Lacan, sous les espèces où il ne le trouve à aucun degré. Il y a un père, c'est Bloom, qui cherche un fils. Le fils répond « très peu pour moi ». Il ne veut pas de ce père. Et Lacan a cette thèse, Ulysse, c'est le témoignage de ce par quoi Joyce reste enraciné dans son père tout en le reniant. Voilà la position de Joyce, un renégat du père, un renégot, puisque Joyce lui-même s'est qualifié, s'est donné le nom de négo, du verbe nier en latin. Hein. Alors, ce n'est pas n'importe quelle position, c'est une position de rejet, décidée, et il y a des pages et des pages à écrire sur le texte de Joyce où ça s'affirme chez lui, ce rejet, ce refus de l'assentiment. Non seulement tout au long, on voit qu'il se veut non dupe de toutes les significations communes, un non-dupe volontaire, décidé, et au fond, de toutes les significations communes, de toutes les évidences qu'il appelle l'enfer des enfers, c'est ce qui est évident pour lui. Bon. Et au fond, il applique ça à l'ensemble des significations paternelles, qu'il a très bien saisies, dont il n'est pas inconscient. Et finalement, on peut dire, il l'a formulé, n'est-ce pas, dans le trou de l'autre. Il a bien noté que l'Église, à cette place, fait venir le mystère du Père.
Et il dit, eh bien, ce n'est qu'un vide. On ne peut pas le dire mieux. Le trou est vide. Il n'y a pas de symptôme qui vient le remplir. Le trou est vide, c'est un jugement de James Joyce. Hein. C'est un jugement porté sur l'ensemble des significations jusqu'à la grande signification paternelle. Donc, il y a Joyce, le négo du père, qui atteste effectivement de la forclusion énonciative, on peut la qualifier comme ça. Alors, quelle a été la fonction de son art? Là, je vais très rapidement. C'est pas celle qu'on croit. J'ai essayé de démontrer ça. C'est pas tout à fait celle qu'on croit. La fonction de son art, plutôt ce n'est pas passé par son écriture, la fonction de son art. Hein. Lacan a distingué la fonction de son écriture et la fonction de son art. Deux choses différentes. Au fond, Lacan l'a dit, il se sent chargé de père, se sent chargé de faire subsister le père. Alors on pourrait se dire, bah, c'est un pousse-toi de là que je m'y mette. Hein. Mais non, parce que la place était vide. La place était vide, mais à la place vide, il y était déjà, puisque c'est lui qui a vidé la place, par son égo, avec un N, hein, en un mot, le négo. En tant que négo, c'est lui qui a vidé la place de toutes les significations paternelles, qui a creusé en quelque sorte la plage vide. Et à la fin du portrait de l'artiste, quand il invoque, il dit « Old Father, Old Artificer, stand me now and ever in good stead ». Lacan dit « L'artificeur, c'est lui l'artisan du savoir-faire ». Alors, au fond, il a produit, lui, le symptôme à la place évidé, en quelque sorte, par son jugement négo. Il y a donc eu chez Joyce, c'est la thèse de Lacan, une solidarité entre le négo du père et ce que Lacan a appelé son art-dire, sa praxis, il appelle, son art-dire, qui institue son ego cette fois sans haine, hein, son ego, là, à la place vide. Alors, est-ce une suppléance? Je conteste que ce soit une suppléance et je conteste désormais ce terme de suppléance. Pourquoi? Eh bien, le mot suppléance, dans ses connotations en français, qu'est-ce qu'il comporte? Le mot suppléance comporte l'idée qu'il y a une place où un élément est attendu, cet élément manque à cette place, et un élément autre vient suppléer. D'accord? Ah oui, mais c'est qu'avec cette construction, à la place du trou dans l'autre, rien n'est attendu comme devant advenir là. À cette place, ce qui vient, ce sont toutes les configurations symptômes. La perversion en est une. Alors, on peut se dire que c'est la meilleure, on peut la préférer, ça c'est un autre problème. Mais dans la construction de Lacan, ça en est une entre autres. Et son idée, c'était qu'à cette place, que dans cette construction, on pouvait se passer du père, à condition de s'en servir, mais se servir du père en tant que le père est un dire, que le dire est père. Hein, se servir du père à l'époque où Lacan l'avance, fin du symptôme, se servir du père, c'est se servir du dire. Et quand il dit la psychanalyse se passe du père, s'en sert, oui, elle se passe du père
nom du père, mais elle se sert du dire. C'est même avec ça qu'elle opère. Bon. Et au fond, Joyce a fourni à Lacan un exemple assuré que c'était possible, que c'était pas une construction qui ne pouvait avancer aucun exemple clinique assuré. Bon. Donc Joyce s'est passé du père parce qu'il s'est servi du dire. Par son art, hein, pas par le blabla, pas par son écriture, mais par l'art dire que Lacan essaye de définir un peu dans son texte. Ce n'est pas une suppléance. On pourrait dire que la forclusion énonciative est une forclusion non héréditaire, qui ne vient ni de la mère ni du père, mais du fils ou de la fille. Alors ça fait de Joyce un hérétique, en effet, parce que Lacan a longuement insisté sur Joyce, un hérétique, dit-il dans les conférences sur Joyce, comme moi-même. Bon. Donc j'ai essayé de voir ce qu'était l'hérésie de Lacan, mais celle de Joyce, et Lacan définit l'hérésie par ceci: l'hérétique, c'est celui qui choisit la voie de sa vérité. Il ne la reçoit pas de l'autre, il choisit la voie de sa vérité. Il ne prend pas la voie canonique de l'autre, il choisit la sienne. C'est ce qu'a fait Joyce. Alors je vais conclure sur, puisque vous m'avez annoncé ce terme du forclusif. Bon, alors je réalisais que finalement, ces derniers développements de Lacan rejoignent les développements du début du XXe siècle sur le forclusif. Puisque le forclusif, n'est-ce pas, c'est un terme que Lacan n'a jamais employé, je crois. Peut-être on trouvera un petit séminaire où il l'emploie, mais c'est un terme qui n'a pas de place dans sa construction. Hein. Le forclusif, le terme, il a été introduit en 1928 par Damourette et Pichon dans leurs travaux sur la négation, que Lacan connaissait, qu'il a commenté, qu'il admirait beaucoup. Et ça faisait suite à des discussions antérieures sur le problème de la scotomisation. Il y a eu des discussions entre Laforgue et Freud sur la scotomisation à propos des troubles oculaires de la névrose hystérique, n'est-ce pas? Et quelquefois, un voile apparaît sur l'œil, et donc Laforgue avançait l'idée de scotome, hein, une sorte de cache, un cache devant la vision, et il pensait, Laforgue, que ça traduisait le refus de voir, un rejet en quelque sorte. Et Freud n'était pas d'accord. Freud a objecté parce que Freud considérait que les troubles hystériques n'était pas de l'ordre du rejet, que c'était de l'ordre du refoulement, un mécanisme inconscient, que ça relevait pas du désir de ne pas voir, que ça relevait du désir inconscient, plus compliqué. Bon. Alors, Damourette et Pichon, dans le texte qui s'appelle « Sur la signification de la négation en français », qui est apparu en 28 dans le journal de psychologie, et ça a été repris dans le livre Des mots à la pensée, eh bien, ils ont travaillé, vous savez, sur les deux parties de la négation qu'il y a en français, grammaticalement. C'est pas dans toutes les langues, hein, c'est dans la nôtre. Le ne pas, je ne veux pas, ne jamais, ne rien, bon, etc. Et ils ont essayé de qualifier les deux parties. Alors la première partie, le ne, ils l'ont qualifié de discordantiel. Et Lacan a commenté ça, vous savez, pour dire le ne discordantiel de Pichon, au fond, c'est l'index dans la phrase de la division, de l'intention. Je crains, on dit je crains qu'ils viennent, on enlève le ne, mais si on dit je crains qu'ils ne viennent, cette négation qui s'ajoute à la crainte
index d'une division subjective, division de l'intention. L'autre partie, c'est l'autre partie de la négation qu'ils ont appelée forclusive. Hein? Le pas, le jamais, le rien. Et il faut lire ça, c'est très passionnant, tous les exemples qu'il donne, hein, Pichon. Et donc, ça exprime quoi? La partie forclusive de la négation. Selon eux, ça rejoint le désir de scotomisation de la forgue. C'est-à-dire, au fond, la partie forclusive de la négation est l'index d'un désir de ne pas prendre en compte quelque chose qui est arrivé ou qui est là mais qu'on voudrait ne pas prendre en compte. Si on le met dans nos termes, disons que ça participe du ne pas vouloir savoir. Ne pas vouloir savoir, qui n'est pas un mécanisme de l'inconscient, qui est un mécanisme tout à fait du sujet, qui peut dire je, et qui peut avoir une posture de ne pas vouloir savoir. Donc c'est du côté de la prise de position subjective. Bon. Et finalement, remarquez qu'au début, Lacan, en 1954, avant de prendre le mot forclusion, il avait pris quoi comme terme? Retranchement et refus. Et retranchement et refus, ça désigne des actes subjectifs. Forclusion de fait, acte subjectif. Alors, quand il a introduit le signifiant du nom du père, ça a un peu gommé, fait oublier ce qu'il y avait d'options subjectives dans retranchement et dans refus. Hein, puisque ça a donné l'idée, puisque le signifiant est dans l'autre, que ça ne vient pas du sujet, ça vient de l'autre. Voilà. Alors au fond, la forclusion de fait, je finirai par la qualifier de forclusion forclusive, au sens de la forgue. Hein? Alors, partons de Galopiner. Partons de Galopiner et de la fameuse métaphore. C'est tout à fait vrai que Lacan a d'abord défini, au fond, l'inconscient par la métaphore, qui supposait la métaphore paternelle. Hein? La métaphore, ça veut dire une substitution signifiante où l'un vient surdéterminer l'autre. Bon, très bien. Donc on a toute la première construction de Lacan avec ça. Et alors quand on trouve Galopiner, on dit « Ah, ben c'est pas une métaphore, donc c'est un signe de psychose. » Oui, très bien. Problème. À partir de Séminaire encore, l'inconscient n'est plus métaphorique. L'inconscient n'est pas une chaîne signifiante. L'inconscient, ce sont des uns de la langue qui marquent le corps, des uns jouis. Donc, au fond, toute la clinique, Lacan l'a construite d'abord à partir du modèle de la névrose. Et dans la névrose, il a fait la même chose. Il est parti de Freud, en fait, du refoulement freudien. Il a reconceptualisé le refoulement par le processus métaphorique. Hein, c'est la traduction lacanienne du refoulement, c'est la métaphore. Et il a construit toute une clinique sur le modèle de la métaphore. Et puis, tournant, à partir du moment où il commence à dire l'inconscient est langage, mais ça n'est pas une chaîne. Les signifiants ne font pas chaîne dans l'inconscient. L'inconscient, c'est des uns hors sens de la langue qui marquent le corps, qui sont jouis, coalescence. Donc, galopiner devient le statut même de l'inconscient pour le névrosé aussi. Même si pour le névrosé par ailleurs, du fait du nœud borroméen, ce réel se noue au sens. Donc il faut bien voir que la construction, elle est inversée. Elle est inversée et que, au fond, on dit, si vous voulez
regarder Joyce et dire il a voulu marquer pour 200 ans, c'était pas 300. Vous savez, il a réussi au-delà de ses espérances. Oui. Au-delà de ses espérances. Si vous regardez le petit livre qui est sorti et qui s'appelle Brouillon d'un baiser, sorti au mois d'avril. Vous connaissez ça? Petit livre, petit texte de Joyce, qui a été traduit en français par Marie Dariussec. Très bien traduit. Et c'est un joli petit texte, pas du tout écrit à la Joyce. Écrit comme écrivent tous les écrivains, comme il écrivait au début, Dubliners, et Portrait de l'artiste et tout ça. Bon. Alors c'est très intéressant parce que quelle est la question que ça pose? Lacan l'a posée d'ailleurs. Et il ne l'a pas tranché, Lacan. Hein. Est-ce que les phénomènes, l'écriture de Joyce, Finnegan's Wake, qui ressemble effectivement à des phénomènes de la psychose, est-ce que c'est des phénomènes imposés ou est-ce que c'est le produit de ce que Joyce appelait le poète prémédité d'un art littéraire, hein? Et donc, il y a quand même beaucoup d'indices. Alors, sur ceux qui étudient les Joyciens, maintenant j'ai découvert ça, il y a des Joyciens qui étudient la genèse de l'œuvre, mais pas au niveau du commentaire, au niveau des manuscrits, au niveau des manuscrits de Joyce. Et on voit ce qu'il a fait. Il part de textes parfaitement lisibles, il les divise, il en prend des morceaux, il les reporte à tel endroit, et on a des plans de Joyce, et on voit comment il a calculé son illisibilité. Hein? Ah non, l'illisibilité, c'est pas le quatrième. L'illisibilité, c'est le symptôme. L'illisibilité, selon Lacan, en tout cas, si vous voulez critiquer Lacan, vous pouvez, mais il faut l'étayer. Pour Lacan, l'illisibilité de Joyce, ça se situe entre symbolique et réel, dans le nœud borroméen. C'est pas le quatrième, c'est entre symbolique et réel. Le quatrième, c'est ce qui lui permet d'écrire des textes lisibles. Dans votre hypothèse, ce serait ça. Hein. Et donc, c'est un fait. En fait, est-ce qu'on a besoin de trancher? Est-ce qu'on a besoin de trancher, savoir... Joyce, il faut s'en servir pour... Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Les littéraires s'en servent pour autre chose. Mais il faut s'en servir pour la psychanalyse. Il faut s'en servir pour la psychanalyse. Et il faut se demander quels enseignements pour la psychanalyse on en tire. Pour l'interprétation, au fond, qu'est-ce que c'est une psychanalyse post-joycienne, hein? Lacan, finalement, nous oblige à introduire cette question. Pourquoi il s'est obstiné sur Joyce? Ce n'était pas pour des raisons littéraires du tout, ce n'était pas pour étayer une théorie de la psychose renouvelée, pas du tout. C'était parce que... parce qu'il avait établi, avant d'en venir à Joyce en 1975, il avait déjà établi que l'inconscient c'est fait de lettres hors sens. Des lettres hors sens, c'est l'inconscient. Et il rencontre l'écriture de Joyce, ça coïncide formidablement. Et donc, il s'est accroché à cause de cette écriture, et en se demandant comment Joyce avait échappé au destin qu'on aurait pu penser que lui promettait cette écriture. Sauf que cette écriture, c'est lui qui l'a fabriquée, et tout à la fin quand même. Hein. Il a mis quand même, pour écrire Finnegan's Wake, c'est 15 ans, les premières publications, et les dernières, c'est 15 ans après, les fragments par fragment. La recherche de l'illisibilité, là-dessus, Joyce n'est pas un grand exemple. Toute la littérature du début du XXe siècle est une littérature qui essaye de faire jouer la langue, avec tous ces équivoques, contre quoi? Contre le discours, contre le message. Bon, donc tout le surréalisme, Ezra Pound, toute cette littérature-là est une littérature qui s'est inscrite contre, moi, ce que j'appelle les pères du classicisme. Parce que les pères du classicisme, ils connaissent très très bien leur langue, hein, Racine, tout ça, bon.
connaissent la langue impeccablement et ils s'en servent pour construire un discours avec un message qu'on peut commenter, etc. Et toute la littérature d'avant-garde, qui s'est pensée d'avant-garde au début du siècle, a pris le chemin inverse. On ne va pas cultiver le message, on va cultiver les étincelles, les équivoques, les hors-sens, les ruptures, les discontinuités, etc. Donc, sur ce plan-là, c'est pas une caractéristique unique de Joyce, c'est tout un mouvement littéraire, il ne faut quand même pas perdre ça de vue. Hein. Oui, le travail de la langue. Donc, des artisans de la langue qui veulent être artisans de la langue plus qu'artisans du discours, au fond. Hein. Jusqu'à Lacan lui-même. Hein, oui, donc, alors c'est quand même... ceci juste pour situer que l'illisibilité de Joyce, elle est prise dans tout un courant. Il l'a poussé sans doute à l'extrême, effectivement, dans Finnegan's Wake, parce que comme il connaissait énormément de langues, qu'il avait passé la moitié de sa vie à lire, il a utilisé plein de langues, de dialectes, de trucs. Bon. Donc c'est une sorte de langue qui assassine non seulement le discours convenu, mais la langue anglaise, la langue irlandaise. La langue de l'envahisseur, la langue de l'envahisseur pour lui. Oui, la langue de l'Empire. Bah oui, de l'Empire. La langue de l'Empire britannique et de l'Église catholique, les deux bêtes noires. Bien sûr. Donc, même les... Enfin, bon, j'ai écrit là-dessus sur les épiphanies, il faut revenir sur les épiphanies. Les épiphanies, ce n'est pas des équivalents de phénomènes psychotiques, comme on l'a développé à une époque, moi-même. Il manque dans les épiphanies le trait qui définit l'hallucination mentale. C'est que, vous savez que le premier exemple du signifiant dans le réel pour Lacan, c'était l'hallucination verbale de la psychose. Hein, dans la question préliminaire. Bon, premier exemple. Alors, on pourrait se dire que les extraits que sont les épiphanies ont la même structure. Il coupe le contexte ou il coupe la chaîne et il prend un extrait. Sauf que dans l'hallucination verbale, le sujet est visé par le signifiant dans le réel. Joyce, il n'est pas du tout visé, il s'amuse à le fabriquer. Hein? Donc c'est complètement différent. Outre que les épiphanies, quand on les lit toutes, j'en ai cité deux qui n'ont rien d'énigmatique. Bon, il y en a quelques-unes où c'est plus énigmatique, celle de la Villanelle qu'on cite toujours, mais celle qu'il écrit quand son frère est mort, un petit texte où il dit « Son corps repose au premier étage ». Il est dans mon lit, pauvre petit gars. C'est un petit texte poétique. Hein. Signification du phallus. Ah, signification du phallus, c'est 58, hein, en gros, même avant. Bon, signification du phallus, il y a tout un développement de la signification du phallus. Ça se situe entre imaginaire et symbolique. Hein. Le réel est au milieu, mais on n'en parle pas. Bon, il y a tout un développement sur la signification du phallus, et puis il y revient, conférence en 75 à Genève, il revient sur sa signification du phallus, il reprend l'expression, et pour dire quoi? C'est pas du tout ce qu'il avait dit avant, c'est pour dire c'est le rapport au réel. C'est plus du tout dans l'imaginaire, c'est le rapport au réel. Donc c'est la même expression. Ça c'est un exemple typique, il prend la même expression, la construction autour est complètement différente, et le lecteur qui a compris la première étape s'embrouille parce qu'après ça colle plus. Bon. Donc il est certain que imaginaire symbolique réel, c'est 53. Hein, 53, il fait sa conférence avec les trois trucs. Hein. Donc il avait déjà en tête. Mais c'est bien obligé que la psychanalyse ait ça en tête, puisque quand même, la psychanalyse, c'est fait pour traiter du symptôme qui est... On peut dire c'est une métaphore, le symptôme. Donc il y a du symbolique dedans, mais c'est quand même d'abord du corps et du réel. Bon. Donc
il a toujours eu en tête la notion de réel. Mais ce qu'il a construit, développé, consistant, ça a d'abord été symbolique, imaginaire, avec l'idée que le symbolique domine l'imaginaire, ordonne l'imaginaire. À Neu-Borroméen, non. Le symbolique a cessé d'organiser l'imaginaire. Ils sont autonomes. Ils sont autonomes sur le même plan. Ça change toutes les constructions cliniques précédentes. Alors, si... Hein? Ils peuvent l'être, oui. Ils peuvent l'être, oui. Oui. Donc, il a quand même... Là, il y a un changement qui est explicite. Hein. C'est une des rares fois où Lacan... Je crois une des rares fois, parce que Lacan, il dit toujours, quand on lui fait une critique, je n'ai pas jamais dit ça, même quand il l'a énoncé, il ne l'a pas dit. Bon, mais c'est vrai. Mais là, il y a un point sur Lacan, sur lequel Lacan fait son... C'est pas une autocritique, hein, mais reconnaît qu'il a changé de point de vue. Il dit, contrairement à ce que j'ai dit dans Fonction et champ de la parole et du langage, les signifiants ne font pas chaîne dans l'inconscient. Il n'y a que du galopiné dans l'inconscient. Hein, des équivalents, disons, de galopiné dans l'inconscient. Et c'est pour ça que d'ailleurs ça crée des problèmes pour l'interprétation. Ça veut dire que les mots n'ont pas le même sens pour tout le monde, les mots qui font du poids. Donc là, il y a quand même un changement considérable. Le fait de se faire un nom comme ça... Ah oui, je voulais dire quelque chose, pardon. Vous me permettez, oui, parce que je l'ai oublié tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il a voulu se faire un nom, mais il se l'est fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se faire un nom et qui ne se le font pas. Et il se l'est fait, d'après Lacan, pas par son écriture illisible, par ce qu'il appelle son art dire. Hein. Voilà. Donc, bien sûr. Mais la question que je voulais poser, justement, c'est que se faire un nom, ça veut dire être le premier, être le fondateur. Est-ce que ça, c'est pas... Si, c'est quand même être le fondateur. Puisqu'il a récusé le nom, si j'ai bien entendu ce que vous disiez, c'est-à-dire il ne l'a pas reçu. Il n'a pas voulu le recevoir, ce nom du père. Oui. Par conséquent, il se met, en se faisant un nom, le fondateur d'une dynastie à venir. Est-ce que ça, c'est pas... Ça, vous savez à quoi ça me faisait penser? Ça me faisait penser à l'art brut. Oui. Qui refuse toute filiation. Ce qui caractérise l'art brut, c'est que il n'y a pas de... On ne descend de personne, on ne se réfère à personne, et on n'engendre personne. Enfin, on n'engendre pas des héritiers. Oui. Pas une volonté. Pardon ? Non, c'est pas une volonté, mais bien sûr, mais je pose cette question pour Joyce qui s'est fait un nom, c'est-à-dire qu'il est comme un dieu qui s'engendre lui-même. C'est une question, ça. Le dire, là il faut creuser sur qu'est-ce que c'est que le dire. Le dire est une fonction existentielle. Hein, c'est-à-dire que ça ne se reçoit pas. Hein. Il y a dire ou il n'y a pas dire. C'est un acte. On émet de la parole ou on ne l'émet pas. On émet du texte ou on ne l'émet pas. Donc, le dire existentiel, il est existentiel pour tout le monde, pas spécialement pour Joyce. Alors, pourquoi on a tendance à penser que c'est une suppléance? C'est parce qu'on a en tête, que le père est le symptôme de droit. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. Bien sûr, hein. bien sûr. Non, il n'est pas de droit. Il est parfois, il est assez souvent peut-être, mais espérons. Alors, oui, tout à l'heure, je vous disais, il a réussi au-delà de ses espérances, parce que j'ai perdu mon idée. Que, justement, dans le petit volume qui a été publié sur Brouillon d'un baiser, il y a une petite introduction, j'ai oublié le nom de la personne qui a fait l'introduction,
Et maintenant, Joyce, attention, c'est pas les universitaires, hein. C'est les réseaux. Et c'est les réseaux sociaux. Et figurez-vous que de tous les écrivains, c'est lui qui est le nombre de consultations de Joyce et de ses textes sur les réseaux. Si vous regardez la préface, vous retrouverez les chiffres, mais c'est hallucinant. C'est lui qui est le plus consulté, beaucoup plus que des auteurs extrêmement connus, qu'on croit des monuments de l'histoire littéraire. Eh bien, Qu'est-ce que vous en dites de ça? ah ben, j'en dis qu'il a bien réussi. Oui. Oui, ça dépasse ses espérances, puisque Ça dépasse ses espérances. Je ne sais pas s'il serait très content, mais... puisque c'était 200 ou 300, moi j'avais eu 300 ans. Il pensait qu'il allait donner du grain à moudre aux universités. Il vient aux universitaires, hein, Oui, pendant, oui, lui, pendant 300 ans. universitaires, oui, oui, oui. Oui, c'est ce que Lacan traduit en disant « Il ne voulait rien avoir que le dire magistral Ah oui, voilà. ». Bon, Bon, bah, on nous en tout cas, il nous fait parler. Voilà. Hein. Voilà.